Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le débat du dimanche. 42 minutes ont suffi au président Patrice Talon, précis dans la forme et exigeant dans le fond. Il est apparu modeste devant les députés à l'Assemblée nationale où il a prononcé son traditionnel discours, le troisième précisément, sur l'état de la nation conformément au dispositif de l'article 112 de la Constitution du 11 décembre 90. À l'occasion, il a passé en revue les différentes réformes entreprises dans chaque secteur, de même que les réalisations effectuées depuis son arrivée au pouvoir. Ensemble avec les invités sur ce plateau, nous allons analyser le fond et la forme du discours du président de la République sur l'état de la nation, de la sécurité en passant par l'accès à l'eau potable en milieu rural, l'énergie électrique, le secteur de la santé, l'assainissement des finances publiques, la bonne gouvernance. Bref, on parlera de tout sur cette émission. Et j'ai sur ce plateau trois invités. Félix Dansodossa, membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre du bloc progressiste. Il est là sur le plateau. Gustave Sonon, bonjour, ancien ministre. Bonjour madame. Monsieur Félix Dansodossa, bonjour. Bonjour madame. Et enfin, j'ai sur ce plateau Irénée Agossa, acteur politique, président du parti Le Nationaliste, bonjour. Bonjour. Alors, avant de vous donner la parole, on ira suivre la prestation du président de la République en semaine devant nos parlementaires. Il a été accueilli par les sonorités militaires sur le pavé de la place Bayol à Porte-Novo ce jeudi 27 décembre 2018. Il s'agit bel et bien du chef de l'État Patrice Talon. Après l'exécution de l'Aube Nouvelle, place aux civilités d'usage. Merci beaucoup. C'est la troisième fois depuis son accession au pouvoir que le numéro 1 des Béninois se soumet à cet exercice tel que l'exige l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990. Pendant 40 minutes, Patrice Talon a passé en revue les grandes réformes entreprises par son gouvernement. C'est donc avec gravité et fierté que je me soumets à l'exercice. Fierté parce que je peux, comme vous et comme l'ensemble de nos concitoyens, observer que les fruits de nos efforts se révèlent de plus en plus dans mes domaines, signe que nous sommes dans la bonne direction et qu'à ce rythme, l'espoir est permis. Au plan socio-économique, nous avons, durant cette année qui s'achève, dans beaucoup de domaines, des raisons d'être satisfaits. D'un certain à un autre, le chef de l'État a dressé le bilan des nombreuses actions menées pour le mieux-être des populations béninoises. Le potable, la sécurité, la santé, l'éducation, l'énergie, l'agriculture, le numérique, la diplomatie, le cadre de vie, l'assainissement des finances publiques, la justice, le tourisme, le sport. Bref, aucun domaine n'a été omis. Les tracasseries policières ont quasiment disparu de nos routes. Les travaux entrepris au niveau de l'hydraulique urbaine et périurbaine permettent déjà de porter à plus de 3 millions de personnes la population totale desservie au 31 décembre de cette année. Dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, le programme d'investissement à court terme, démarré à l'octobre 2018, a permis de lancer les travaux pour 110 nouvelles adductions d'eau multi-villages dans tout le pays. Dans le secteur de l'électricité, aussi vital que celui de l'eau, la situation s'améliore considérablement. Nos actions ont particulièrement consisté à la lutte sans merci contre les faux médicaments, pour favoriser l'assainissement du sous-secteur pharmaceutique, en la fermeture d'environ 1 millier de centres de santé privés illégaux, mais surtout et surtout non qualifiés, en la réforme du système public de la santé, afin d'amener les agents de l'État à se consacrer exclusivement et pour l'heure à leur mission principale. Le gouvernement a relancé avec pertinence le programme des cantines scolaires. Celle-ci impacte désormais 537 400 enfants contre 359 000 l'année dernière, avec l'extension du programme à 1600 nouvelles écoles pour compter de l'année scolaire en cours, soit un taux de couverture de 51% d'écoles. La lutte contre la fraude, l'impunité, la corruption, la malgouvernance n'a pas échappé au discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation. Aucune catégorie de citoyens non plus, fonctionnaires de tout secteur,
acteurs politiques de toute obédience, opérateurs économiques, pauvres, riches, jeunes et vieux, ont été amenés à répondre de leurs actes. Comment ne pas évoquer sur ce registre, au titre des réformes législatives majeures, la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, qui se révèle être un précieux instrument de lutte contre la corruption. Nous le savons tous maintenant. Le gouvernement est décidé à garder le cap et à assainir définitivement la gestion du bien public. Les actions qui sont prévues pour l'année 2019 ont été également mises en lumière. Les travaux de protection des 23 km de la section ouest de notre côte, allant de Ilakoudi à la Bouche-du-Roi, seront lancés en 2019. Les financements sont déjà mobilisés à ce effet. Les agriculteurs ont besoin d'être mieux accompagnés. C'est la raison d'être du Programme national de développement agricole en cours de mise en œuvre. La même logique vaut pour les artisans dont le recensement est déjà ordonné et qui trouveront un cadre propice d'expression dans les chambres des métiers de l'artisanat qui seront installés en 2019. Le chef de l'État a par ailleurs salué les députés toutes tendances confondues pour les efforts fournis pour accompagner le gouvernement et rassure les populations béninoises sur sa détermination à poursuivre les grandes réformes engagées pour le rayonnement du pays. Je reste convaincu que notre effort commun nous permettra de passer des premières priorités aux secondes en peu de temps. Je poursuivrai donc avec cette conviction et le soutien de chacun cette œuvre exaltante au service de notre pays et au bénéfice de tous. Le discours du patron du gouvernement s'est refermé par un standing ovation de la représentation nationale. Il faut le souligner, les députés de la minorité parlementaire n'ont pas répondu présent à cette cérémonie. Et voilà, je commence avec vous, M. Félix Dansodossa. Est-ce que vos attentes sont comblées avec le discours du chef de l'État? Merci, madame. Lorsque j'ai suivi le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, j'ai été tellement satisfait que je lui ai adressé un texto pour dire félicitations. Ce n'est pas parce qu'il est venu parler à l'Assemblée pour répondre aux exigences de la Constitution et que je l'ai fait, mais il faut que l'on voit. Et seuls ceux qui ne veulent pas voir, qui ne verront pas. Je vous remercie. Très bien. Monsieur Irénée Agossa, je rappelle que vous êtes acteur politique, membre de l'opposition. Alors, quelle lecture faites-vous du grand oral du président Patrice Talon à l'Assemblée? Oui, d'abord, vous avez commencé par dire qu'il a été précis dans la forme. Donc, c'est votre appréciation. Bien entendu. Je vous voyais dans le factuel, mais vous avez pris position, puisque vous avez dit votre position. Non, il n'a pas été précis dans la forme. J'ai vu un président suffisamment marqué physiquement. Je ne sais pas si c'est le poids des 2 ans et demi de pouvoir, qui ne montrait pas une capacité de maîtrise de son dossier. Ah bon, de quoi vous parlez? Il procédait à des répétitions dans le discours et on sentait que le contenu n'est pas maîtrisé. C'est clair que quand vous voyez ce discours du chef de l'État, ça montre l'état de division dans le pays, de fracture sociale dans le pays. Le discours en lui-même. Le discours en lui-même, c'est le fond, ça. C'est la fracture même de l'état du pays. Et vous allez constater que le chef d'État s'adresse à une partie du pays. Une autre partie du pays ne se retrouve pas. En quoi cela consiste? Le chef d'État, dans son discours, a incarné un système que nous avons qualifié du système capitaliste pur, qui en fait privatise le profit et mutualise les pertes. Vous allez voir dans tout le discours, on va y venir. On privatise le profit et on mutualise les pertes. Donc, évidemment, ceux qui bénéficient de cette privatisation du profit dans le pays, et comme à ma gauche, se retrouvent satisfaits et bien sûr ont envoyé des textos de félicitations. Mais si vous allez à Tokpa tout de suite à la veille de la fête, l'avant-veille de la fête, nous sommes à côté, vous saurez que, en réalité, que le pouvoir d'achat
de ceux qui, en fait, sont dans la catégorie de ceux qui subissent la mutualisation des pertes, cette grande population se retrouve en difficulté et ne s'est pas du tout retrouvée dans le discours du chef de l'État. Donc, le chef de l'État, dans son discours, n'a pas pu s'adresser à cette couche-là. Deuxièmement, je vais vous dire aussi que le chef de l'État n'a pas projeté, dans le discours, n'a pas fait de projection sur 2019. C'est comme si c'était un discours de fin de mandat. Donc, il est resté dans les réalisations de cette année, réalisations entre griffes, nous allons revenir là-dessus, avec les histoires d'emploi et autres qu'il a dit qu'il a créé. Donc, des réalisations de cette année, sans faire une bonne projection sur l'année prochaine. Du coup, on se pose la question si le chef d'État n'est pas en fin de mandat. Non. Je vais vous dire que je conclus bien sûr sur cet aspect pour dire que l'aspect même sacré de ce travail, de cet exercice a été totalement bafoué. Pourquoi vous le dites? Bafoué, pourquoi? Dès que vous voyez le chef de l'État s'adresser aux députés, c'est comme s'il s'adressait à ses collaborateurs. Mais de quoi parlez-vous? Oui, bien sûr, vous allez voir s'adresser à ses collaborateurs. Et il n'y a pas eu un petit geste du comportement du chef de l'État. J'ai un ancien ministre chargé des relations avec les institutions en face de moi qui, en fait, devait jouer son rôle au sein de ce gouvernement, son homologue, et faire en sorte que toute la nation soit représentée. Ici, c'est les amis du chef de l'État. Les amis du chef de l'État qui étaient en face de lui, donc le chef de l'État a salué. Et vous allez voir, quand les salutations d'usage se faisaient, tout l'aspect sacré de cette cérémonie a été bafoué parce que, évidemment, c'est l'ami politique de ceux qui sont là. Ça se chuchotait, ça n'a aucun sens dans la réalité de ce que vit le peuple aujourd'hui. Monsieur Irénée Agossa, c'est votre avis en tant qu'acteur politique et membre de l'opposition. Monsieur Gustave Sonon, ancien ministre et du bloc républicain, dites-moi, est-ce que vos attentes à vous sont comblées en ce qui concerne le discours du chef de l'État et quel es-tu en fait vous? Bon, et lorsque tout à l'heure je vous ai suivi faire l'introduction, je me suis dit, ben, vous avez résumé à peu près ce que je pouvais dire. Si je pouvais un peu tricher, j'allais répéter exactement les mêmes choses. Pour dire que le chef de l'État a été effectivement précis dans la forme. Et ce que j'ai noté, c'est son troisième discours face à la nation. Le premier discours, vous allez constater qu'il a été direct et véridique. Et ce que nous n'admettons pas souvent en politique. Ça a suscité les interprétations, tout. Deuxième discours, il a fait la même chose, il a fait des projections. Et toutes les fois où vous faites des projections, c'est que les gens prennent votre discours de l'année, ils analysent comme étant le discours de tout le bilan des 5 ans, de tout ce que vous avez produit. Donc c'est un peu tirant leçon de ça c'est mon appréciation personnelle, que le chef de l'État est resté précis par rapport à l'existant, à ce qui est fait. Et il a circonscrit ça dans l'année. Maintenant, le reste, c'est discutable. Et il a ajouté que l'espoir est permis, ça veut dire que si le même cap est maintenu, nous verrons que 2019 sera un peu plus promoteur que 2018. Très bien. Alors, Monsieur Félix Danso-Dossa, vous avez lu, vous avez écouté le discours. Monsieur Irénée Agossa disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de projection, de perspective pour 2019. Est-ce que vous, en écoutant le chef de l'État devant les députés à l'Assemblée nationale, vous avez entendu quelque chose de ce genre? C'est vraiment dommage parce que, de toute façon, vous savez, M. Agossa est un opposant et il est dans son rôle. Et il doit quand même chercher à taper sur le gouvernement. Mais c'est un peu dommage parce qu'un intellectuel doit quand même câbler le débat de manière à ce que le Béninois lambda puisse comprendre mieux. Vous voyez, le chef de l'État a fait le bilan de tout ce qui a été fait jusqu'ici. Mais tout ce qui a été fait jusqu'ici suit un programme qu'on appelle PAG. Le programme d'action du gouvernement. Voilà qui n'est pas encore terminé. Cela veut dire que nous devons continuer avec les actions. Par exemple, le projet H. Le projet H
c'était l'ancien projet d'assurance santé Exactement. que Yahi Boni avait institué, mais sans aucune prévisibilité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu, n'est-ce pas, des analyses du contour. C'est ce qui a fait que ça n'a pas effectivement démarré en son temps. Maintenant, il ne faut pas que le président, à son arrivée, puisse se jeter, n'est-ce pas, dans la réalisation de ce projet sans aucune analyse. C'est pourquoi il y a eu des audits, il y a eu des analyses qu'on devrait faire de manière à ce que lorsque ça va démarrer, que ça ne recule plus jamais. Mais, et puis, on parle de 2019, pas de projections. Mais ces projets-là vont se réaliser quand? C'est en 2019. Donc, le plus petit intellectuel peut comprendre. Vous voyez, c'est pourquoi je n'ai pas du tout aimé ce que mon frère Agossa a dit tout à l'heure et par rapport à la projection. Nous ne pouvons pas abandonner ce qu'on est en train de faire, qui n'est pas encore fini, et mettre encore d'autres choses, alors que nous n'avions pas pensé à cela. Je pense qu'il est question à ce que l'on travaille de manière méthodique. Vous savez, le chef de l'État a fait sortir une expression que j'ai aimée. Laquelle? Bon, nous étions dans des difficultés et puis nous voudrons grandir. Nous voudrons grandir. La première étape d'abord, c'est comment survivre. Qu'importe. Aujourd'hui, le Béninois a dépassé cette étape de comment survivre. Nous devons passer au confort. Donc nous allons faire des choses de manière durable, parce que le développement aujourd'hui n'est pas un développement éphémère. Il faut penser à l'avenir. Et par rapport à ça, nous devons alors construire ce pays sur une base solide et sur, n'est-ce pas, le confort pour que chaque Béninoise et chaque Béninois se sentent à l'aise dans ce pays dans quelques années. Voyez-vous, si vous voyez par exemple les pays comme le Maroc, le Singapour, tout ça là, la Chine, mais écoutez, les programmes d'action du gouvernement ne sont pas tels que nous le faisons ici. Quand quelqu'un prend le pouvoir, il faut qu'il se précipite, il faut qu'il se jette sur les travaux sans aucune analyse et sans aucune étude, et finalement ça échoue. Mais nous allons toujours faire marche à reculons. Et c'est ce que nous ne voulons pas faire au Bénin. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Irénée Agossa. On continue ce débat, bien entendu. Il y a aussi le volet social qui est abordé par le président de la République. M. Félix Danso-Dossa vient de dire que le Béninois arrive à vivre correctement. Est-ce que c'est votre avis? Que pensez-vous de l'aspect social du discours du président de la République? Merci, merci. Je crois que M. Félix Danso a fait que confirmer ce que j'avais dit. Évidemment, lui vit dans le confort. Il vit dans le confort, donc c'est normal. Et vous, non? Attendez, il vit dans le confort. Il a dit, c'est pas moi. Il dit qu'il faut penser à l'avenir, mais il faut penser à l'avenir sans faire une projection dans l'avenir. Ah oui, puisqu'il faut penser à l'avenir sans faire une projection dans l'avenir. C'est peut-être votre lecture, on y va. On analyse tout avant de le faire. Mais quand ils sont venus, ce qu'ils ont cassé partout, ils l'ont analysé. De quoi parlez-vous? Les casses qu'ils ont fait dans les rues de Cotonou, partout, ils l'ont analysé avant de le faire. L'aménagement du CED. Où est le système de remplacement? Qu'on me dise qu'on veut aménager avant de faire. Non, écoutez, ce discours est déphasé. Ce discours est déphasé et plus personne n'a envie de l'entendre. Ce disque est rayé. Et qu'est-ce que les Béninois veulent entendre selon vous? Ce que les Béninois veulent entendre, bien sûr, je vous l'ai dit, les Béninois veulent entendre, bien sûr, que le pouvoir d'achat a augmenté. Le pouvoir d'achat a augmenté. Et que si, sur le plan social, vous avez dit que vous créez 200 000 emplois pour permettre à ce que la population vive, il faut que ça ait un impact. Si vous dites que vous avez une croissance qui a quitté 2,3% pour 6,5%, il faut qu'on le constate sur le plan social. C'est ça ce que nous disons. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que sur le plan social, rien de tout ce que, tout ce que vous venez de dire n'est constaté. Le système qui est en place est un système que je vous ai caricaturé. C'est qu'on privatise le profit et on mutualise les pertes.
Mais la privatisation n'est pas mauvaise en elle-même. Plus au niveau des péages. Vous allez payer au niveau des tasses. C'est ça ce que j'appelle mutualisation des pertes. Donc, on presse bien sûr la classe moyenne. On fait une pression sur tout le monde pour dire qu'il faut fournir les efforts. Mais au même moment, quand il y a gain, cela est privatisé par un groupe. C'est ça ce que je veux vous dire. Et M. Dansou n'a pas été loin pour rejoindre ma théorie. Et c'est clair, il l'a confirmé. Puisque lui dit aujourd'hui qu'il faut quitter carrément la survie pour le confort. Les Béninois aujourd'hui sont dans le confort. Ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Et faites un tour, je vous ai dit à côté à Topa, l'avant-veille du 31 décembre, la veille du 31 décembre. Et vous allez voir si le grand marché de Topa, qui est le symbole de notre système d'échange, comment il est animé. C'est pour vous dire que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que simplement, je peux vous dire, le président a mal perçu le système et n'a pas mis un système économique fiable en place. La croissance dont il parle est une croissance qui est basée sur quoi? Quel est le taux démographique, la croissance démographique de ce pays? Pourquoi les Béninois, avec une croissance de 2, et quelques pourcents, se retrouvent mieux que dans un pays qui se retrouve à 6, et quelques pourcents de croissance? Alors, dites-moi quelle est cette magie? C'est ce que je pose comme problème au chef de l'État. Pour dire que le problème, son discours n'est pas un discours qui a satisfait la couche qu'il a élue. Non, mais c'est un discours qui a satisfait une couche qui jouit aujourd'hui du pouvoir. Donc, c'est votre avis, c'est votre lecture du discours. C'est la lecture même de tout le monde. Aller sur les réseaux sociaux, aller dans les rues. Il fallait passer les micros dans les rues et nous faire passer réellement ce qui a été dit. Je vous dis même que vous-même, vous jouez certainement votre rôle de journaliste. Je suis journaliste. Si vous jouez sur le plan factuel, vous allez vous sentir que dans le pays, il n'y a pas eu l'enthousiasme. Il n'y a pas eu l'enthousiasme. Et ce discours doit être bien sûr basé sur son PAG. Le PAG doit être planifié de manière à ce que chaque année a sa part. C'est ce que je dis à mon ami. Et que reprochez-vous au programme d'action du gouvernement? L'année prochaine, quelle est la part? Quelle est la part? Et que le chef de l'État ne peut pas dire. Je dis à monsieur le ministre, il a été membre du gouvernement, dire que politiquement, on n'a pas besoin de dire ce qui doit venir. Mais on se base bien sûr sur ce qui est présent pour projeter ce qui doit venir. Mais si jamais vous vous basez mal, vous faites une mauvaise analyse du présent, vous avez des difficultés pour projeter le futur. C'est pour vous dire que les chefs d'État sur le plan social, dites-nous où se trouvent les 200 000 emplois. Donnez-moi, dans quel secteur? C'est une question. Alors, non, un instant. Monsieur Gustave Sonon, alors, le président de la République a parlé de la création de 200 000 emplois au Bénin. Monsieur Irénée Agosta voudrait savoir où se trouvent les 200 000 emplois. Alors. Donc, d'abord, ce que je dois vous dire, c'est que c'est un discours qui est intervenu dans un contexte particulier. Lequel? Le contexte, c'est que nous sommes en pré-campagne. D'accord. Ça veut dire que les positions des uns des autres, ça se justifie. Très bien. Mais j'ai toujours dit, malgré mon appartenance à une formation politique, l'indépendance d'esprit reste toujours, ça demeure. Donc, la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est-à-dire, je dois être en phase par rapport à ma conviction. On vous écoute. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai eu à dire que le chef de l'État a tenu compte du passé pour pouvoir faire son discours et rester dans ce qu'il a fait. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait de projection. Les projections sont sous-entendues. Mais lorsqu'il dit que nous avons réussi à peu près à maîtriser un peu la question sécuritaire, il a ajouté que c'est une quête permanente. D'abord, il n'y a pas la sécurité, l'insécurité niveau 0. Ça veut dire que vous pouvez avoir zéro insécurité. Il a parlé dans son discours de renflouer encore plus, un peu plus. Donc, les moyens à donner au niveau de la sécurité. Sur d'autres secteurs, le secteur de la santé, par exemple. À l'eau, par rapport à ceci. Mais les gens ont tendance à faire des analyses en oubliant que les besoins sont fonction du temps et de l'espace. C'est-à-dire que si je prends par exemple mon village, ceux dont mon village a besoin ne sont pas la même chose que d'autres villages en ont besoin, etc. Et ce n'est pas parce que les besoins ou bien les défis de 2006 ne sont plus les mêmes défis en 2018.
Donc, c'est pourquoi on a tendance à dire, on a construit combien de salles de classe, non. Si, en 2006, nous avons un déficit d'infrastructures et que ça a été un peu comblé, ça suppose qu'en 2018, nous devons beaucoup plus lutter pour l'entretien de ces infrastructures pour la suite. Cela ne veut pas dire qu'on va dire que celui qui s'en charge ne fait rien. Et pour dire un peu que ne pas reconnaître que les réformes ont eu des effets négatifs sur la population, c'est faire économie de vérité. Ça, c'est vrai. C'est des réformes. Et moi, j'alertais depuis 2006 pour dire attention, nous sommes en train de rater, de créer un cadre de dialogue franc et sincère entre les acteurs politiques. Et si ce cadre-là est raté, demain, on va s'incriminer. Et ça n'a pas tardé. C'est depuis 2016 que moi, je parlais de pacification du pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez constater que 2016 est intervenu et déjà après les 6 premiers mois du gouvernement, le pays était divisé. Bon, voilà que constitutionnellement, vous avez élu à 65% un président de la République et c'est mis dans la Constitution. Il dispose de l'administration des forces armées, il définit, conduit la politique de l'État. Quelque part, ce n'est pas mis que voilà la forme de concertation. Etc. Alors, quand vous dites, M. Sonon, que le pays est divisé à quel niveau? Est-ce que c'est du niveau politique? C'est sur le niveau politique, c'est les acteurs politiques. Les acteurs politiques. Et ce sont ces acteurs politiques au niveau du Parlement qui ont accompagné les réformes. Et je dis, il n'y a pas eu suffisamment d'échanges francs et sincères pour permettre. Et ça, le tout ne suffit pas. C'est-à-dire, quand je parle de cadre, il faut créer les conditions. Et lorsque j'entends mon grand frère Irénée Agossa nationaliste, si vous parlez de cette façon, même si vous êtes en train de dire la vérité, je ne vais même pas vous écouter. Pourquoi vous dites cela? Mais c'est à ça que nous assistons depuis 1990, ça fonctionne comme ça. L'opposition est quand même dans son rôle. Non, oui, l'opposition est dans son rôle, mais il y a la forme. Si vous voulez, et ça se passe dans notre famille, si vous voulez que je vous écoute, il y a la forme, il y a le fond. Et ça me permet de me corriger. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent. Maintenant, parlant des chiffres. Non, les chiffres, ce sont les ministres sectoriels qui vont vous donner... parce que je n'aime pas faire de la communication politique. Okay. Je ne suis pas habitué à ça. Mais ce que je vais dire par rapport aux chiffres, en statistique, les chiffres ont un contenu. Le chef de l'État a dit, nous avons créé 200 000 emplois directs et indirects. Emplois directs, ça veut dire que c'est des emplois qui sont générés de par la mise en œuvre des différents projets ou par les recrutements. Et les emplois indirects, ce sont des emplois qui sont créés, qui sont générés du fait de la mise en œuvre des différents projets. Maintenant, le problème que nous avons, c'est quoi? Quelle est notre conception de l'emploi? Notre conception, c'est-à-dire sur le plan psychologique, jusqu'à présent... Pour le Béninois qui nous regarde, quand on dit 200 000 emplois, pour lui, c'est que 200 000 emplois ont trouvé du boulot et travaillent aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Voilà. Et c'est quel travail? Ils sont recrutés agents permanents de l'État, agents contractuels de l'État, agents ceci, etc. C'est la conception que nous avons. Si c'est sur le point de cette conception, on dira tout de suite que 200 000, non, ça n'a pas été créé tout de suite. Okay. Donc, c'est pourquoi je dis, ceux qui vont véritablement répondre point par point et apporter la carte, parce que je n'ai pas encore eu la documentation pour vous le dire, mais je suis en train de dire simplement qu'il faut coller aux chiffres les concepts qui ont créé. Mais par rapport au taux de croissance, ça a toujours été un débat. Et ça a toujours... 2, et quelques, maintenant on est au niveau de 6. Vous pouvez être à 0% et être heureux. Vous pouvez être à 7% et être malheureux. C'est une moyenne. Et n'oubliez pas que le taux de croissance, il y a des facteurs qui affectent de façon significative
le taux de croissance dans la production cotonnière. Ça affecte ça, cela ne veut pas dire. Et c'est une moyenne. Et quand vous prenez une moyenne peut ne pas avoir de sens. Une moyenne peut ne pas avoir l'impact réel dont on parle. Je donne un exemple. Prenons une famille où ils sont seulement 2 frères jumeaux. Peut-être que l'un a 10 000 francs et que l'autre a 0 francs. Et qu'on fait une étude là, on calcule la moyenne de cette famille, on dit que ça fait 5 000 francs. On dit 5 000 francs et celui qui a 0 francs, s'il entend, il dit mais on parle de ma famille ou bien on parle de quelle famille, etc. Donc, et quand on parle de moyenne, et comme je l'ai dit, quand on parle de moyenne, c'est vrai que le plus de croissance, ça devrait générer de ressources supplémentaires pour nous permettre d'avoir le bien-être qu'il faut. Mais contrairement au débat qu'il y a eu par rapport, on a quitté l'existant et on rentre dans le confort. Je crois que je n'ai pas eu la même compréhension du discours du chef de l'État. Quelle est votre compréhension du discours du chef de l'État? Il a dit que pendant longtemps nous travaillons, il a dit que lorsque tout est à faire, il a dit que les priorités sont énormes. Là, vous travaillez pour pouvoir subsister. Mais il faudrait que nous quittions cette étape de subsistance pour aller à l'étape de confort. Ça veut dire quoi? Il n'est pas en train de dire, selon moi, que nous avons déjà fini l'étape de subsistance. Mais je dois vous dire une chose. L'homme, de façon générale, est caractérisé par 3 choses. Lesquelles? La première chose, il a des besoins énormes. Okay. On a envie d'avoir une maison, on a envie d'avoir ceci, voiture, etc. Conditions de vie décentes. Oui, tout le monde a beaucoup de choses. Les besoins sont énormes. La deuxième chose, c'est qu'on a des moyens très limités. Okay. Très limités. C'est-à-dire que vous gagnez 100 000 francs, mais vous avez envie d'avoir une maison, vous avez envie d'avoir un véhicule. Vous comprenez. Or, il faut avoir des moyens pour satisfaire ces besoins. La troisième chose, c'est qu'il est insatiable. C'est-à-dire que, quel que soit, c'est-à-dire qu'en fonction de ses besoins, même si il se lève ce matin, il dit vraiment, si je trouve 200 000 francs aujourd'hui, là, tous mes problèmes sont réglés. Si par miracle, il trouvait les 200 000 francs sur sa table, il va dire non, il le faut 400 000. Alors, monsieur... Donc, c'est une situation permanente. Et je dis que le discours est intervenu dans un contexte et le chef de l'État a tenu de ce contexte pour présenter, pour dire voilà ce qui est fait. Et dit que tout le monde ne se retrouve pas. Bon, moi, par exemple, dans mon village, les gens vont se retrouver parce qu'il y a 3 ans, ils avaient comme Rappelez besoin... votre village aux téléspectateurs. C'est un petit village de Zakota, c'est dans Tota. Il y a 3 ans, ils ont besoin de l'eau et l'électricité. Est-ce qu'ils ont eu l'eau et l'électricité à Zakota? Bon, nous, on a pu régler l'électricité. Et pas encore l'eau? L'eau est en train d'être réglée. Et ça va être... réglé. Non, les canalisations sont en cours. Et si vous allez là maintenant et vous dites que ce gouvernement ne fait rien, ils vont vous dire, bon, vraiment... Je sais. Très bien. Monsieur Félix Dansoudosah, il y a plusieurs réformes qui sont annoncées dans plusieurs secteurs de la vie. Alors, quelle est votre lecture des réformes engagées dans plusieurs secteurs de la vie publique aujourd'hui au Bénin? Voilà. Vous savez, je vais rapidement rectifier quelque chose avant d'aborder le point. Je n'ai pas dit, puisque le ministre Sonon vient de le dire, je n'ai jamais dit ici que nous sommes déjà dans le confort. Comme il l'a dit tout à l'heure, c'est vrai. Mais il ne faut pas que M. Agossa extrapole ce que nous disons, ou bien on exagère dans l'interprétation. Il va falloir qu'on comprenne ce que l'autre est en train de dire. La particularité sur ce plateau, monsieur Félix Dansoudosah, c'est que nous décryptons tous ensemble ici un discours que nous avons entendu prononcé par le chef de l'État et chacun a sa lecture d'analyse et de décryptage. Donc, on pourrait dire que c'est la lecture de monsieur Irénée Agossa de décrypter vos propos. On va continuer. Nous sommes, n'est-ce pas, sur un débat et qui a un caractère intellectuel et chacun peut se comprendre. Bien sûr. Et nous devons quand même suivre, n'est-ce pas, la trajectoire de ces débats-là. Très bien. Et vous savez, au moment où je suis né dans une maison où
les chambres sont en terre, c'est-à-dire que sont en banco. Mais aujourd'hui, c'est des briques que vous allez voir, des tuiles que vous allez voir, des dalles que vous allez voir dans notre contrée. Ça veut dire que nous passons d'une situation précaire à une situation un peu meilleure. Très bien. Donc, alors, on va revenir. Il a dit tout à l'heure, ce que le chef de l'État a dit, c'est que si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez jamais évoluer. Nous voulons ressembler. Le Bénin doit ressembler quand même au pays qui se développe. Et c'est pourquoi nous devons nous battre. Voyez-vous? Donc, si le chef de l'État, dans son discours, a dit que nous allons passer, n'est-ce pas, de l'étape précaire au confort, je pense que c'est un défi. Très bien. Alors, un défi qui nous embrasse tous et nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'évoluer dans ce sens-là. Et on va évoluer sur ce débat en parlant maintenant des réformes engagées dans plusieurs secteurs. Quelle est votre lecture des réformes? Moi, ma lecture, c'est quoi? C'est que si vous prenez le pouvoir, bien vous êtes arrivé dans un domaine où vous n'étiez pas, la première chose à faire, c'est faire d'abord l'état des lieux. Vous voyez ce qui ne va pas, alors vous devez chercher des solutions pour pouvoir, n'est-ce pas, contourner les difficultés qui sont là. D'où la naissance des réformes. Le chef d'État est un Béninois. Il connaît ce pays depuis. Il a analysé ce pays avant d'arriver au pouvoir. Il sait de quoi nous avons besoin dans notre pays. Et pourquoi nous n'avançons pas et qu'est-ce qui bloque? Dans chaque service de l'État, dans chaque secteur, les analyses ont été faites, que ce soit dans la santé, dans la justice, et que ce soit dans l'administration publique. Des analyses ont été faites pour diagnostiquer les problèmes qui minent, n'est-ce pas, le fonctionnement de ces secteurs. Et c'est pourquoi, à son arrivée, d'ailleurs même, son projet de société pendant la campagne, c'était des réformes. Il a parlé des réformes. Et c'est pourquoi nous avons adhéré. Puisque nous savons que notre pays était malade. Vous avez adhéré aux réformes et quand même, les réformes, ça crée beaucoup de remous, beaucoup de contradictions. Il n'y a pas celui-là. Quelle lecture faites-vous? Même si vous n'êtes pas intellectuel, vous avez l'habitude de faire certaines choses. Et votre papa dit, bon, désormais, ça ne fera pas de cette manière. Ça veut dire que les habitudes sont bousculées. Une fois que les habitudes sont bousculées, les difficultés sont là. Tout le monde le sait. Que ça soit l'opposant. Dans ce pays, nous avons Soglo qui a amené l'ajustement structurel dans ce pays. Cela nous a conduit, n'est-ce pas, au départ volontaire, au départ ciblé. Vous avez vu tout ce que cela a bousculé dans ce pays. Vous voyez? Bien, alors, donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de réforme facile. Très bien. Et si nous acceptons les réformes, nous allons voir que notre pays ira mieux. Alors, donc, il y a des polluants dans chaque secteur. Et il faut se débarrasser de ces polluants-là. Dans la société civile, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les arnaques ont largement diminué. Pourquoi? C'est à cause des réformes. Voyez-vous? Les gens parlent de criette, pourquoi on a créé criette, tout ça, tout ça. Mais vous savez bien que si vous mettez sur place des structures, ces structures-là travaillent très bien, eh bien, ça évacue les déchets. Ça balaie. Et ça donne l'impression que si quelqu'un tombe dedans, alors là, ça ira mal. Et par rapport à ça, on est obligé de respecter. On est obligé de se conduire mieux. Très bien. Donc, si vous rentrez aussi dans la santé, il y a des réformes là. Et ces réformes ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde parle bien de la santé. Moi, j'ai été surpris d'entendre des Béninois là-dedans qui disaient, ben, écoutez, aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, n'importe quand vous allez voir les docteurs en place. Mais pourquoi ils ne se comportaient pas de cette manière? C'est des réformes. Vous voyez. Mais aujourd'hui, la corruption a diminué largement. Hein? Quand vous allez dans n'importe quel... Avant, si vous allez dans n'importe quel service, vous devez déposer de la pierre sur votre dossier.
Voyez-vous, j'étais heureux d'entendre la fois passée quelqu'un rendre témoignage qu'il a reçu à un concours, hein, alors qu'il n'a rien, il n'y a personne au haut niveau de l'État. Ça, c'est de belles choses. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que les réformes créent des difficultés, mais ces difficultés-là sont là pour donner des remèdes, n'est-ce pas, aux maux dont nous souffrons dans notre pays. Très bien. Voilà. Alors, monsieur maintenant, vous avez parlé des casses, je voudrais répondre un peu. Vous avez parlé des casses dans le pays, les casses qui avaient eu lieu. C'est pas elle. Bon, non, ce n'est pas on va revenir sur l'opération de déguerpissement. Même M. Agossa l'avait dit. Oui, mais M. Félix, on va revenir, M. Félix. Je voudrais aborder un peu ce paramètre-là pour qu'Agossa sache que on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Très bien. Voilà. Monsieur Irénée Agossa, une préoccupation, l'opposition a boycotté cette cérémonie à l'Assemblée nationale par leur absence. Pourquoi cette politique de chaise vide pratiquée par les acteurs de l'opposition? Voilà, merci. Est-ce que vous arrivez à les comprendre, les deux qui sont... Moi, je n'arrive pas à les comprendre. Mon rôle n'est pas de les comprendre, vous allez comprendre, étant donné monsieur que... Irénée. Je veux vous répondre, Très bien. Comme nous-mêmes, on ne te comprend pas. Pour vous dire ceci, mon collègue d'en face... Monsieur Félix, on va écouter monsieur Irénée. Moi, je me suis tué, hein. Oui, monsieur Irénée Agossa, donc, on je vous vous écoute. dis, en face, vous avez parlé d'emploi. Monsieur Dansou, monsieur... Tu as dit qu'est-ce qu'on nous comprend? Toi aussi, mais... Écoutez, monsieur, ne comprends pas. Monsieur Dansou Dossa, on va écouter monsieur Irénée Agossa qui a la parole. Très bien, donc je vous dis que, soyons précis, je suis tout à fait d'accord qu'ils ont perdu leur latin face, bien sûr, à l'exercice de ce matin. Ils sont obligés d'être philosophes. L'autre parle de l'homme, les besoins de l'homme, etc. L'autre entre dans sa philosophie de sa maison en terre battue. Est-ce que ça, c'est le discours du chef de l'État? Ce que je veux vous dire est ceci. Oui, allez-y. C'est-à-dire, les gens nous écoutent d'ailleurs. Bien sûr. Ce que je veux vous dire est ceci. On va s'écouter, messieurs. Et que vous avez posé la question sur l'absence des opposants. Bien sûr. Les opposants avaient raison de ne pas être là. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas du tout dans ce qui se dit. Ah oui. Ils ne peuvent même pas. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas venus à l'Assemblée nationale. Comment ils se sont pas retrouvés? Ils vont suivre à la télé. D'autant plus que quand vous avez une Assemblée nationale qui est déjà la continuité, c'est pas moi qui l'ai dit, eux-mêmes l'ont dit, la continuité de l'exécutif, vous avez vos collègues. C'est pas pour la première fois qu'on a une Assemblée nationale à la continuité du gouvernement au Bénin. Aussi que l'opposition boycotte un discours. Donc c'est une manifestation de l'opposition pour dire nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est tout à fait démocratique. Oui, et ce que je veux vous dire, quand vous avez en face, bien sûr, une situation de division politique, comme il le dit, d'une division politique qui n'a pas eu de solution, mais il s'est arrêté à la division politique, il y a une fracture économique, il y a une fracture sociale, il y a une fracture religieuse. La fracture traditionnelle, mais partout. Quand vous parlez d'un système économique où le président du patronat au Bénin aujourd'hui se trouve où? Sur quelle affaire? Vous ne voulez pas me parler d'une fracture économique. Et quand vous pensez de la vision du développement du pays par rapport au Nigeria, qui est un don à côté de nous, pourquoi vous ne voulez pas parler d'une fracture économique? Je veux dire, quand vous parlez de la couche sociale qui n'a plus les moyens aujourd'hui, pourquoi on ne veut pas parler d'une fracture sociale? Nous sommes à la veille d'une fête. Allez circuler à Cotonou et demander ce qui se passe. Donc, si votre village est satisfait par le fait qu'il y ait l'électricité, et le mien, nous sommes dans la même circonscription électorale, le mien, mais ce n'est pas une particularité au niveau du chef de l'État. Le chef de l'État, lui, il ne parle pas que de votre village. Il parle de toute la nation. De tout le Bénin. C'est ce qu'on lui dit. De parler de tout le Bénin. De parler de tous ceux qui souffrent. De parler à tout le monde pour que tout le monde s'engage. Mais monsieur Irénée Agossa, est-ce que votre village, est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous retrouvez dans les réformes aujourd'hui engagées par le président de la République? On ne fait pas de réformes pour faire souffrir son peuple. Vous avez l'impression que les réformes sont engagées pour faire souffrir les Béninois? Les réformes, c'est quoi? C'est pour le bien-être du peuple. Vous ne pouvez pas faire des réformes chez vous pour que
quand votre réforme est là, que l'autre quitte la pauvreté pour la misère. Alors, je prends un exemple de réforme. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous écoute, très bien. Les réformes, parlons de réformes réellement. Les réformes, c'est pour le bien-être du peuple, pour en fait permettre à ce que ce peuple règle les problèmes d'injustice. Alors, un exemple d'injustice sociale, économique. Oui, monsieur Irénée Agossa, vous me le permettez? Si la réforme ne le fait pas, alors dites-moi le sens de cette réforme. Alors, on est sur le secteur de la réforme, bien entendu. Vous allez me permettre de faire mon devoir, de vous poser la question. On est sur la réforme engagée dans les secteurs publics du Bénin. On prend maintenant le secteur de la santé. Vous parlez d'injustice. Alors, quand le président de la République décide, par exemple, de fermer les centres de santé qui exercent de façon illégale dans le Bénin, est-ce que ça, ce n'est pas une réforme sociale qui touche directement la population? Quelle réforme sociale? Ah oui? C'est une réforme sociale, ça c'est des tests qui existaient. Il a inventé quoi? Non. En disant qu'on faut on ne parle pas d'invention. Qu'il faut fermer les trucs. Quand les médecins on fermait depuis. Quand les médecins ne sont pas à leur place, à leur poste et vont servir dans leur clinique privée. Combien de viscérologues nous avons au Bénin? Combien de viscérologues nous avons au Bénin? Il dit qu'on fait des analyses. Combien de viscérologues nous avons au Bénin? Et combien s'occupent des aspects pointus au niveau de notre hôpital? Il faut faire le point des spécialistes avant de dire, attendez, avant de dire aux gens de prendre une décision de quitter l'hôpital ou d'aller au privé. Demandez aux docteurs quand ils ont pris leur décision. On n'a pas permis à ceux-là de partir parce que ça a été mal conçu. Le problème de l'hôpital n'est pas ça. Le problème, c'est l'équipement. C'est le plateau. Moi, j'ai amené mon fils, ça c'est du vivant, à la pédiatrie. Mon fils a piqué une crise. Je suis allé à la pédiatrie. Ils n'ont pas le tensiomètre. C'est moi qui ai amené mon tensiomètre de la maison. Et c'est quand? Cette année, au BPC, cette année. Oui. Deuxièmement, mon fils a fait une analyse au CNHU. Le docteur même m'a dit, ne compte pas sur cette analyse, va me faire une autre analyse à Toxilabo. On me suit, c'est mon fils. Ils n'ont qu'à aller voir le fils Agossa qui a piqué une crise au temps du BPC. Ce docteur ou moi, il a eu la gentillesse de me dire que cet appareil n'est plus précis. Et j'ai déjà payé 32 000 francs CFA. Je suis reparti à Toxilabo payer 35 000 francs CFA. Ça fait en tout pour tout, pour le Béninois simple, combien? 67 000 francs CFA. Combien ont la capacité de faire cette analyse rapidement pour son enfant? Et quand le résultat est venu, il m'a montré les deux résultats. Il dit, voici le problème que nous avons dans notre hôpital. Et donc, c'est pour vous dire que c'est une question d'équipement pour pouvoir déterminer le mal dont souffre réellement le Béninois. Très bien. Si nous voulons avoir des réformes, nous avons des propositions dans ce sens. Ce n'est pas le fait de dire qu'on fait les hôpitaux, Le président a parlé de la césarienne. La césarienne, c'est une nouvelle réforme. La césarienne était gratuite. Et le président, si vous avez bien écouté aussi son discours, c'est lui qui est venu vous avez écouté aussi que le président de la République a parlé aussi du plateau technique dans nos hôpitaux. Le plateau technique, c'est ce que je vous dis. Mais est-ce que c'est fait? Moi, j'étais au CNHU, l'hôpital de référence du pays. Donc, c'est pour vous dire les précisions, ce que nous vivons. Nous ne sommes pas contre la personne du chef de l'État. Je l'ai dit. Vous êtes contre quoi, finalement? Je suis contre le système en place. Moi, je suis contre un système qui dit qu'il faut privatiser les profits et mutualiser, les pertes. C'est tout le système. Moi, je vous dis une chose. Le chef de l'État n'a qu'à nous écouter aussi. S'il écoute un peu ceux qui disent autre chose, il pourra comprendre. Est-ce que vous avez l'impression que le président de la République ne vous écoute pas, vous, acteurs de l'opposition? Si le président écoute nous qui sommes de l'opposition, on ne serait pas traqués. Ce que moi je dis, lui, tous ici, il faut savoir que tout système part d'un début et a une fin. Ils ont le mérite aujourd'hui, le mérite total à travers ce qu'il dit, le mérite parfait d'installer à la tête de l'État une spirale de vengeance comme système de gestion. Ah oui, ils ont, carrément, c'est une spirale de vengeance. Vous avez ce mérite. Et là, je le dis, prenez date. C'est ça ce qui est criminel pour notre pays demain. La division dont vous parlez est couronnée aujourd'hui, par la mise en place d'un système de façon cohérente et patiente à travers des tests votés par des députés qui en sont conscients ou non, à travers des tests qui installent une spirale de vengeance
comme système de gestion à la tête d'un pays. Ah oui. La spirale de vengeance n'apporte pas au développement. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Si vous voyez le discours du chef de l'État, moi je l'ai dit, écouté. Son discours ne s'adresse pas à tout le monde. Son discours s'adresse à une catégorie. Son discours doit être un discours qui rallie, qui crée l'espoir, qui nous amène tous dans le combat. Ce que je dis... Et vous n'avez pas senti tout ça là? Je n'ai pas senti ça. C'est ce que je lecture. lui dis au niveau même de la lutte contre la corruption, je l'ai condamné depuis. Quand on veut aller contre le diable, on loue Dieu. Alors, oui. La lutte contre la corruption aujourd'hui n'est pas une réalité. La lutte contre la corruption, écoutez-moi très bien. Je vous écoute très bien. Quand on veut aller contre le diable, on loue Dieu. N'allez pas crier le diable, le diable. Vous ne faites rien de bon. Alors, pour lutter contre la corruption, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut depuis? Il faut faire quoi? Il faut promouvoir le travail. Il faut promouvoir le travail. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui au Bénin, le travail n'est pas promu, le travail est détruit. D'autant plus que le CDD, le président a dit que le CDD, lui, son enfant, n'importe où, nos fils, sont dans un CDD, contrat à durée déterminée, de façon indéfinie. Et quel que soit le motif de votre renvoi dans une société, dans une entreprise, c'est 9 mois de salaire. Ça veut dire que si vous êtes pressé par un harcèlement sexuel dans votre service, on vous renvoie, c'est 9 mois de salaire. Depuis qu'on a pris cette décision, combien sont venus investir dans un pays à la botte, bien sûr, d'un système de l'esclavage? Personne n'est venu. C'est pour vous dire vous ne pouvez pas l'affirmer parce que vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites. Vous ne pouvez pas dire que personne n'est venu investir au Bénin. C'est le moment pour que le président fasse le point au niveau du discours de l'État de la Nation. Et ça fait partie des propositions de l'opposition. Je suis heureux, avant de laisser la parole, je suis heureux que les deux n'ont pas pu me dire là où se trouvaient les 200 000 emplois. Ah bon? Ils n'ont pas pu. Ok. Dommage. Non, on va écouter M. Gustave Sonon. Monsieur Gustave Sonon, on vous écoute. Non, je crois que mon frère Irénée Akossa est dans son rôle. Et je l'ai dit avant. Vous êtes aussi dans votre rôle. Ah oui. Chacun, finalement, sur ce plateau. Il n'y a que moi qui suis dans mon rôle. Oui, non. On va s'écouter. Non, c'est que malheureusement, Monsieur Gustave Sonon. Malheureusement, c'est cette position qui nous éloigne de jour en jour de la paix dont nous parlons. Et c'est cette position qui accentue la fracture dont vous parlez. Et c'est non, tout ce que vous êtes en train de dire, je l'ai dit. J'ai dit que ne pas reconnaître que les réformes ont eu des impacts négatifs sur la population, que ce serait faire preuve d'économie de vérité. Et ça, le chef de l'État même l'avait dit. Je veux que vous... Non, attendez. Non, attendez. Ici, c'est moi qui pose la question et pas vous. On va écouter M. Gustave Sonon. Monsieur Félix Dansoudossa, on va écouter. S'il vous plaît, c'est moi qui distribue les paroles ici, messieurs, donc on va s'écouter. Deuxième chose, j'ai dit, vous ne pouvez pas dire que... Écoute au moins. Oui. Bien entendu, monsieur René. Oui, quand écoutez, je l'écoute, précisez que je n'ai pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Vous ne messieurs, pouvez pas soyez me sages. dire d'apprécier le discours du chef de l'État de la même façon que vous. Ça, je conteste ça. Très bien. Mais pourquoi vous allez... J'ai donné l'exemple de mon village pour dire les besoins sont fonction du temps et de l'espace. Donc ça suffit. Donc que de part et d'autre, on ne peut pas ressentir les mêmes choses. Ça, vous devez reconnaître ça. Je ne suis pas en train de dire si je suis satisfait dans mon village que c'est fini. Non. Maintenant, que le chef de l'État... Mais la seule chose sur laquelle tout le monde s'offre, c'est les 200 000 emplois. Mais l'opposition, les partis politiques vont jouer leur rôle. On dit que le débat, le discours ne fait pas objet de débat, mais ça inspire des travaux en commission. Donc, on laisse ça à l'appréciation. Et j'ai dit, les différentes réalisations, ce ne sont pas des gens qui ne sont pas responsables du secteur qui vont venir vous dire que voilà ceci. Je ne fais pas de la communication politique. J'ai simplement dit un chiffre a un contenu. Il faut que les ministres sectoriels planchent et ils vont plancher pour présenter l'état, la situation réelle. Je suis convaincu que ce n'est pas un chiffre qui est sorti du néant. Point. Très bien. Non, je n'ai pas fini. Par rapport aux réformes, vous avez parlé des différentes réformes.
la seule insuffisance que j'ai notée au niveau des réformes, ça part toujours de diagnostic. Donc je suis en train de dire que si on n'a pas pu instaurer un climat de dialogue franc et permanent, et ça a joué sur l'ensemble. Au fait, c'est tout. Sinon, si ce climat était, et quand je parle de climat, les responsabilités sont partagées. Si vous êtes vis-à-vis de moi et que vous venez pour m'insulter, crier, alors que je suis là pour travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, ce n'est pas vous seul. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que l'opposition n'est pas trop entendue? Lorsque le départ est faussé, c'est difficile. Vous semblez dénoncer la forme des acteurs de l'opposition, de leur forme, leur manière de revendiquer, leur manière de dénoncer. Alors, que proposez-vous, par exemple, parce que vous êtes au niveau du bloc républicain, les acteurs politiques, ils ont leur temps de parole, ils ont leur mot à dire. Alors, il n'y a plus rien à proposer actuellement. Ça, je suis sincère, la seule chose qui reste. Nous sommes déjà dans une pré-campagne. Le Parlement sera renouvelé et j'espère qu'il y aura un nouveau départ à partir de cet instant et on verra la suite. C'est ce que je peux vous dire parce qu'il y a dit le départ. Maintenant, par rapport aux différentes réformes. Les réformes dans l'administration ont eu quand même des effets positifs sur les agents, en dehors de la situation concernant les grèves, un peu la situation également concernant le statut de CDDI qui est revenu, et par rapport aux agents permanents de l'État. Ça, c'est des situations. Il y a un problème qui se pose quand même. C'est un défaut de dialogue au niveau des acteurs sociaux. Au niveau des acteurs. Et je suis convaincu que ce n'est pas dans le but que ça va se régler. Je suis convaincu que, à tête reposée, les acteurs sociaux trouveront les moyens pour qu'on puisse revoir cette situation parce que, effectivement, ça ne nous arrange pas. Ça, c'est clair. Maintenant, les autres choses qu'on ne cite pas, la dématérialisation, lorsque vous êtes dans la fonction publique, on va vous demander votre première attestation de prix de service. Moi, j'ai pris service le 8 mars 1999. Vous voyez comment il faut aller fouiller la documentation. Et quand on a besoin d'une source, si on est né à Natitingou et si on habite à Cotonou, il faut remonter. Est-ce que la dématérialisation sera vraiment chose réelle dans l'administration publique? Non, c'est réel. Moi, je reçois ma fiche de paie toujours sur mon portable et je tire une copie. Et lorsque je veux faire un dossier et qu'on me demande les 3 dernières fiches de paie, je ne vais plus aller fouiller ou bien je ne vais plus dans ma boîte. Oui, mais la dématérialisation ne concerne pas que seulement les agents de l'État. Tout citoyen ayant besoin de prendre ses pièces. Bien sûr, c'est progressif. Très bien. C'est parce qu'on n'est même pas encore suffisamment informé. Et le dernier acte de show là, vous allez sur votre show là, vous aurez directement, vous pouvez imprimer. Oui, les casiers judiciaires par exemple, il faut se déplacer nécessairement. Tout cela aura des solutions. Et non, il faut se déplacer, mais il y aura, je crois, un avantage. L'avantage, c'est que vous pouvez désormais prendre le casier judiciaire là où vous êtes. Sinon, pour le moment, on est obligé de prendre à notre chef-lieu de naissance, je crois. Mais l'autre chose aussi, hein, monsieur... non, je n'ai pas fini sur le secteur santé. Oui, sur le secteur santé. Vous savez, il a dit, les tests existent. Il y a eu de laxisme. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, il faut faire attention. Vous ne savez pas quand est-ce qu'on va commencer par appliquer rigoureusement les tests. Et je crois que nous en sommes là. Vous prenez le secteur santé, il n'y a que l'application stricte des tests. Et j'avais attiré l'attention, les gens m'ont insulté un peu quand j'avais écrit sur ma page Facebook pour dire, on parle du secteur santé, mais retenez que c'est toute l'administration, j'ai fait référence à la Constitution. Et je crois que ça n'a pas raté. Donc, je suis d'accord qu'on se fâche aujourd'hui au niveau du secteur santé. C'est-à-dire ce que nous avons vécu. C'est vrai que ça rendait service. Il y avait des choses qui ne répondent pas aux normes. On a fermé les yeux. Le président de la République aussi a parlé de la qualité aussi du personnel au niveau du secteur de la santé.
qui posait problème, en dehors aussi de l'équipement technique aussi. Oui, en dehors de l'équipement, vous voyez, souffrez que bon, je ne sois pas trop long sur le secteur santé compte tenu de la position que j'occupe. Très bien. Mais je vous dis que ce n'est que l'application des tests. Et que ce n'est pas dans le bruit que si quelque chose ne va pas, on ne va pas régler. Parce que lorsque vous menez une action, forcément, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Très bien. Et ce qu'on souhaite, c'est que les aspects positifs puissent dépasser les aspects négatifs. Et vous ne pouvez amener les gouvernants à corriger que lorsque vous instaurez un cadre qui lui permet de vous écouter. Aujourd'hui, ce cadre-là n'existe pas. Très bien. Alors, M. Félix Danso-Dossa, l'autre chose que les populations dénoncent un peu, et M. Irénée Agossa l'a dit à l'entame de ses propos, c'est les tassations. Tout est presque cher aujourd'hui au Bénin, en passant par les postes de péage, la légalisation, que ce soit tout ce qu'on peut prendre, tout coûte cher. Pourquoi? Est-ce que c'est les réformes aussi qui font que tout coûte aussi cher au Bénin? Merci. Je pense que nous sommes dans une situation d'économie libérale. Nous devons le savoir. Et l'État, dans ce sens, n'est qu'un agent régulateur. Et c'est ce que je suis en train de dire. Si on est vraiment économiste, on peut comprendre ça. C'est facile. Économiste jusqu'à penser à la rentabilité sous le dos de la population. Et j'ai dit que l'État est régulateur. L'État est régulateur. L'État doit voir ce qui se passe et voir comment il faut faire pour que cela puisse être au niveau des pouvoirs d'achat. Vous voyez, c'est le rôle que l'État doit jouer normalement ça. Très bien. Et je pense que la cherté de la vie dont M. Agossa est en train de parler, il y avait eu toujours cherté de la vie au moment où il y a eu était au pouvoir. Il y en avait eu toujours. Les gens ont toujours parlé, n'est-ce pas, de panier de la ménagère, la vie coûte cher, tout ça là. On en parlait toujours, on n'a jamais eu de solution à ça. Et on en parlera toujours, après talon, on en parlera toujours. Donc ce n'est pas une raison, n'est-ce pas, pour jeter de la boue au gouvernement en place. Ça là, il faudrait qu'il le sache. Aujourd'hui, personne ne peut dire que lui n'a pas son salaire. Et il va me dire que les vacataires dans les collèges n'ont pas leur salaire. Mais il faut dire, l'État ne peut pas débourser des sous sans aucune base. Et ce n'est pas le président de la République qui va descendre dans les collèges pour faire les États. Bon, maintenant, donc, il y a l'administration qui doit faire son travail. Les réformes, je vous dis, ça bouscule. Et les gens ne veulent pas respecter. Puisqu'ils retardent les choses, tout juste pour avoir leur pédième ou bien leur à côté. Et bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Rendre la vie difficile à l'État pour que l'État démorde. Ce n'est pas sérieux. Moi, je dénonce ça ici. Il faudrait que ceux qui sont en charge de régulariser cette situation-là puissent faire vite pour que les gens puissent avoir les sous pour survivre. Maintenant, vous, quand vous êtes travailleur, qui peut dire qu'il n'a jamais son salaire? Pourquoi ce salaire ne suffit pas aujourd'hui? Parce que les produits coûtent cher sur le marché. C'est ça? Bon, mais s'ils disent que le produit coûte cher sur le marché, pourquoi le produit coûte cher sur le marché? Celui qui est parti acheter au Togo, au Burkina Faso, et il amène sur le marché du Bénin, il doit quand même vendre en tenant compte de son prix de revient. Et voir maintenant comment il peut faire pour avoir un minimum là-dessus. Mais il a aussi du devoir du gouvernement de réguler la taxation des prix en République du Bénin. Vous êtes femme. Je le suis. Bon, mais dis-moi, à quel taux se trouve, c'est-à-dire à quel prix se trouve aujourd'hui un litre d'huile rouge? Et ça dépasse votre capacité par rapport par le passé. Vous voyez, aujourd'hui, le gouvernement vous voit et vous laisse. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'on jette de la pierre au gouvernement dans certains domaines. Ça a toujours existé. Et dans un système de marché, dans un système libéral, c'est le marché qui se régularise des fois. Très bien. Et il y a des produits sur lesquels, n'est-ce pas, l'État agit. Il est ici maintenant, il ne peut pas me dire que l'État ne subventionne pas le pétrole dans notre pays. Voilà. Donc, il y a des produits vitaux sur, n'est-ce pas, lesquels l'État agit. Très bien. Bon, maintenant, et
Et l'opposition ne s'est pas présentée à l'Assemblée. C'est vraiment dommage. Parce que vous êtes dans un État et le président de la République veut présenter un discours sur l'état de la nation à laquelle vous appartenez. Et vous refusez d'y aller. Monsieur René Agossa, acteur politique et membre de l'opposition, vient de dire que l'opposition ne se retrouvait pas dans ce discours. Dans le discours que l'État veut prononcer. Est-ce qu'il connaissait déjà le discours? C'est ça le problème. Les appréciations, c'est comme des appréciations d'un Béninois lambda, quelqu'un qui est devant sa télévision, qui suit comme eux, alors qu'ils sont des acteurs principaux et par surcroît des députés qui refusent d'aller à l'Assemblée. Et vous voulez maintenant qu'en 2019, il faut que nous ayons ces gens de députés à l'Assemblée? S'il plaît à Dieu, on n'en aura pas. Mais non. Nous devons aimer les députés. Ils sont libres, les députés, monsieur Félix. Ils sont libres d'aller et de ne pas aller. Je suis d'accord. Très bien. Je suis d'accord. Mais on dit, c'est le moment, c'est une fois que le président de la République présente son discours sur l'état de la nation. Mais si on est d'accord avec le gouvernement ou non, il est de bon ton qu'on aille. Très bien. Et il représente quoi? Il représente le peuple. Voyez-vous? Donc le peuple aussi va sanctionner. Je pense que le peuple est en train de voir ce qui se passe, qui dit vrai, qui dit faux. On le sait et on verra ce qui va se présenter. Alors, nous parlons des réformes. Il dit, on ne peut pas faire des réformes pour faire souffrir le peuple. Hein? Moi, ça me fait mal. J'ai dit tout à l'heure que M. Sono vient de dire qu'il n'y a pas de réforme qui soit aisée. Il y a des réformes ayant des conséquences. Et vous l'avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Sans casser les yeux. Donc vous convenez aussi que l'opposition regarde les difficultés qu'engendrent les réformes pour se prononcer. Oui, mais écoutez, dans chaque secteur, il faut le respect, n'est-ce pas, des tests. Les tests existaient, comme Sono l'a dit, lui aussi l'a dit, les tests ne sont pas nouveaux. Ça, c'est vrai, mais il s'est insurgé plutôt contre certains tests qui ont été votés à l'Assemblée. D'accord. Voyez-vous? Mais je vais lui dire, si les tests existaient et on ne les appliquait pas, mais pour quelle raison? C'est parce que si on les appliquait, on savait pertinemment que ça allait perturber les gens et les gens vont se retourner contre eux et à partir de ce moment, ils ne seront plus réélus. Donc c'est cette affaire de réélection qui poussait le gouvernement d'alors à ne pas faire appliquer certains tests. Mais nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, à cause de cette relation-là, mais à moins que le peuple béninois soit un peuple qui ne comprend pas. Nous ne pouvons pas, à cause de cela, ne pas faire respecter les tests. Vous voyez, notre pays a été subdivisé en 12 départements. On ne connaissait pas les chefs-lieux des départements. Mais les tests existaient. Ils ne pouvaient pas le faire. Mais Talon l'a fait. C'est un exploit, c'est un mérite. Très bien. Vous voyez? Alors, ainsi de suite. Donc, vu tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'on doit se réjouir. M. Sono a dit tout à l'heure que sur son portable, son Android, il peut facilement imprimer sa fiche de paye. Ça, ce n'est pas le confort, ça? Ah, c'est le confort. Est-ce que nous n'allons pas dépasser les moyens rudimentaires vers le modernisme? Très vous voyez, aujourd'hui, quel genre de train nous avons dans notre pays? Aller en Afrique du Sud. Mais c'est des trains à grande vitesse. Aujourd'hui, est-ce que nous n'allons pas arriver là? Pourquoi nous allons rester étardés? Vous savez, nous allons consulter tout le monde. Et il est quand même indispensable de consulter tout le monde pour prendre certaines décisions. Mais certaines décisions ne méritent pas, n'est-ce pas, l'opinion de tout le monde. Ah bon? Oui, puisque si... Même si cette décision-là va s'appliquer à tout le peuple béninois. Vous allez tergiverser sur certaines décisions. Très bien. Vous allez tergiverser, le pays ne va pas avancer. Regardez les pays, les pays comme Maroc, par exemple. C'est la monarchie là-bas. Mais allez-y voir. On n'est pas dans un pays... Non, mais regardez. Vous croyez, la démocratie, nous devons savoir que la démocratie doit être appliquée selon les contextes dans lesquels nous sommes dans notre pays. Et non seulement les contextes des pays européens. Nous devons savoir qu'il y a certaines choses qui méritent d'être faites
pourvu que ça suive la loi. Sans consentement. Regardez les enfants. Les enfants ne restent plus à la maison. Monsieur Félix, parce qu'on a interdit la grève. Très bien. Mais on n'a pas interdit le dialogue. On va évoluer mais dans aujourd'hui, ce tout le monde débat. vit à l'aise dans le système éducatif. Très bien. Voilà. Alors, je prends la fin de quelques mots de M. Félix Danso-Dossouya pour vous demander, M. Irénée Agossa, tout le monde vit à l'aise dans le système éducatif et il est annoncé par le gouvernement les réformes d'évaluation des enseignants. Mais on a entendu plusieurs enseignants se craindre de se faire renvoyer suite à ces évaluations. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'acteur politique, d'abord? Oui, je peux vous dire d'abord que les réformes, c'est pour régler les problèmes d'injustice. S'il y a une couche sociale qui vit beaucoup des avantages du pays au détriment d'un autre, on règle ce problème. Je me suis en faux. C'est-à-dire qu'on règle. C'est pas vrai. Monsieur Danso-Dossouya, on va s'écouter. On va laisser Monsieur Irénée Agossa. C'est pour faire en sorte qu'il y ait une régulation. Vous voyez ce qui se passe en France aujourd'hui. Réforme qui n'a pas tenu compte des besoins à la base. Vous avez vu Macron. Vous parlez des mouvements des Gilets jaunes. De revenir rapidement sur ces soi-disant réformes. Donc, c'est ça. Il n'y a pas ça. Mais quand on définit la démocratie de la façon africaine, bien sûr, comme il le dit, on comprend, je le comprends. Donc, moi, je le comprends. Les réformes, c'est pour réguler, mieux réguler, faire en sorte que ceux qui, en fait, prennent beaucoup ne soient pas toujours en position favorable et que les autres soient en position défavorable. C'est ça ce qu'il faut. Aujourd'hui, il faut réduire les tasses. Alors, en termes de proposition... Il faut réduire les tasses. Je reviens à votre question. Il faut réduire les tasses. Et pour réduire les tasses, nous avons deux piliers fondamentaux au niveau des recettes. Nous avons le pilier de l'hydrocarbure, et qui est un pilier fondamental, qui paie plus de 300 milliards. Nous sommes en train de perdre plus de 300 milliards. Quand moi j'étais directeur de la Sonacop, 300 milliards par an. Et qui fait que nous avons un pilier hydrocarbure faible. Et nous avons un autre pilier qui est celui des recettes, du porc, des trucs, des différents prélèvements indirects, etc. Mais quand vous voyez ces deux piliers, quand l'autre pilier est faible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il surtasse, on renforce à tout moment, quand on a besoin de moyens, un seul pilier. Ce qui fait qu'on augmente les tasses à tout moment et ça agit sur le pouvoir d'achat. Ça agit sur le pouvoir d'achat. Que proposez-vous au gouvernement en termes d'attente pour nous pouvons 2019. Déjà récupérer 170 milliards, tout au moins au niveau de l'hydrocarbure, par une réforme cohérente, en tenant compte de la réalité du Nigeria. Ça, c'est une proposition que nous pouvons faire pour que ça marche et que ça affaiblisse un peu la situation, la tension au niveau des fiscs pour que le Béninois puisse mieux vivre. Ce que je veux dire, la dématérialisation, vous vous rappelez, monsieur le ministre, c'est moi qui ai parlé de ça en première fois au sein du gouvernement, en parlant de la dématérialisation des tickets valeurs. Mon projet de réforme est parti de la dématérialisation pour que ça marche. C'est une bonne chose. Mais il y a quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas dématérialiser quand vous n'avez pas Internet à moindre coût. Quand vous avez les mégaoctets que vous augmentez dans les prix, mais comment vous pouvez dématérialiser quand vous avez un système informatique qui est cher? Nous avons une autre manière de rentabiliser. Donc, quand vous avez un système où le système informatique est cher, vous aurez un système de dématérialisation plombé. Il faut absolument, comme le chef de l'État l'a dit, que la fibre optique couvre et que nous ayons les moyens de le faire en faisant en sorte que le privé ne nous consomme pas tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans la main du privé qui en fait son affaire. L'État doit pouvoir contrôler et mieux régler. Ce que je veux vous dire au niveau, bien sûr, du système libéral dont il a parlé. Nous ne sommes plus dans un système libéral. Nous sommes dans un système capitaliste. Il ne sait pas la différence entre le système libéral et le système capitaliste. S'il vous plaît, on va s'écouter. Attention, on s'écoute. La formation ici, les enseignants, j'en suis un.
j'en suis un. J'enseigne, mais j'enseigne pas peut-être ici. J'enseigne les normes de l'enseignement, on le sait. Je suis avec un promoteur de collège, etc. Et qui sait. Le système de contrôle de l'enseignement est réglé à travers le système des inspecteurs. Donc, un système de contrôle in situ, qui permet de savoir si tu as bien élaboré les fiches, est-ce que tu suis bien les enfants, et le rendu est-il bon, etc. On le sait. Si ce système est défaillant, il faut le corriger. Il faut renforcer le corriger. Et ne pensez pas que c'est pour corriger ce système-là qu'il y a cette réforme d'évaluation des enseignants. On ne peut pas évaluer quelqu'un comme un apprenant. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être professeur de physique et que je vais vous évaluer, et que je vous donne des épreuves de physique et dire de me composer en 2 heures. Ça ne se fait pas sur un enseignement. Si vous évaluez quelqu'un, quand vous lui apportez, bien sûr, dans le cadre d'un recyclage, si je veux parler d'un enseignant, de recyclage d'une nouvelle formation, nous l'évaluons par rapport à ce qu'on lui a apporté de nouveau. Pour voir, est-ce que celui-là est capable de continuer à enseigner. Je suis d'accord pour ce type d'évaluation, qui est une évaluation qui tient compte, bien sûr, de la formation continue et permet de comprendre. Mais le véritable problème de l'enseignement, si on parle de l'enseignant, mais il faut le nombre d'enseignants aujourd'hui. Le nombre d'enseignants manque dans le coin. Il s'en manque. Et il faut recadrer ces enseignants qui sont venus en tant que vacataires. Il faut plutôt les former et faire en sorte que ceux-là soient de bons enseignants. Il faut un système de recrutement adéquat. Mais avant le recrutement, M. Irénée Agossa, vous ne pensez pas qu'il est quand même nécessaire d'évaluer déjà l'existant afin de savoir s'il faut faire un recrutement? Vous évaluez l'existant comment? C'est-à-dire que si je veux vous prendre journaliste pour savoir ce qui se passe, je vous prends en même temps, je vous dis, journaliste, dites-moi ce qu'on appelle le factuel, dites-moi, non, c'est pas ça, vous avez besoin. Vous êtes déjà journaliste. Vous, aujourd'hui, on veut vous évaluer, je peux vous évaluer par rapport à la manière dont vous présentez, bien sûr, le débat, le contenu du débat, comment vous avez géré le débat, comment vous avez géré le timing, etc. Et là, je vous donne une formation par rapport à cela, et je vous forme. Et je vous évalue par rapport à la nouvelle formation. Et en tant qu'enseignant, vous n'êtes pas sans savoir que toute évaluation est munie d'une fiche d'évaluation. Donc, c'est la fiche d'évaluation qui précise le contenu, le fond et la forme de tout cela. Déjà dans le système des inspecteurs. Bien entendu. Moi, je dis ici, il ne faut pas copier le Niger. Le Niger n'est pas un pays que moi je peux copier. C'est votre avis. Parce qu'on a mis des enseignants. On va finir un dernier tour. On a mis des enseignants au bord d'une table pour dire et corriger. Vous avez 0 faute, vous avez 2 fautes, 0 faute. Alors, une dernière question et un dernier tour de table. Quelles sont vos attentes pour 2019? Oh, mes attentes pour 2019, je dis d'ailleurs que le chef de l'État n'a qu'à comprendre que le cadre de dialogue dont parle M. Sonon ne relève pas de la compétence de l'opposition. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui gère le pouvoir. Est-ce que vous tendez déjà la main au président de la République avant que votre main ne soit pas saisie? Le chef de l'État sait que la main du dialogue est tendue depuis. Très bien. Personne ne peut empêcher le dialogue dans un processus démocratique. Très bien. C'est à lui, bien sûr, de pouvoir instaurer un cadre de dialogue. Et non passer par des députés qui sont à son service et instaurer des lois qui permettent... Vous avez la preuve qu'il y a des députés qui sont au service du président de la République. Oui, mais je dis, laissez Yaïboni vous a tellement... On va s'écouter, s'il vous plaît, M. Félix Dansoudossa. Ce n'est pas question de Yaïboni. On parle des attentes. Les attentes, c'est ça. Et il faut projeter maintenant. Le chef d'État n'a qu'à rassurer ce peuple sur le déroulement des élections. Il a fait une annonce pour dire qu'il veut distribuer, puisqu'il a dit, M. Sonon a parlé, bien sûr, de contexte électoral. Le chef d'État a annoncé qu'il veut donner des actes de naissance et faire des citoyens. Le premier rôle d'un citoyen, c'est de voter. N'est-ce pas? Ça veut dire que nous voulons utiliser quel fichier? Le fichier qui contient ces gares-là, où nous avons eu des Nigériens, tout le monde, les banabana de partout qui ont été. Vous avez la preuve. Écoutez, c'est là ce la preuve de ce que vous dites. Ce que je dis, c'est sur la base alors du RAVIP que nous pouvons, on veut faire les élections ou quoi. Je dis au chef de l'État d'être totalement transparent sur cette question. Le peuple est suffisamment patient. Nous avons un peuple béninois très patient et qui va s'exprimer dans les urnes. Très bien. Ce peuple, laissez-le s'exprimer librement dans les urnes.
Et si beaucoup, jamais, monsieur. comme vous êtes en train de le dire, que le bloc républicain aura 20 députés, le bloc progressiste aura 40 et quelques députés, puisque vous le savez déjà. Qui a dit ça? Non, monsieur Irénée Agasso, les propos de campagne ne sont pas encore sur ce plateau. Je vous dis, pas pour l'instant. Attention, aujourd'hui, que le chef de l'État, qui est le garant de la démocratie, de notre constitution, bien sûr, n'a qu'à tout faire pour que l'alternance qui a permis qu'il soit au pouvoir, que cette alternance règne. S'il gagne les élections de façon claire, de façon limpide, comme il a gagné la fois dernière, personne ne le contestera. Très bien. Donc, merci beaucoup moi, à je vous, demande monsieur Irénée Agasso. Vraiment, pour 2019, il peut ne rien faire. Il faut seulement qu'il garantisse une élection transparente. S'il ne fait rien, vous serez le premier à le dénoncer sur ce plateau, monsieur Irénée Agasso. Alors, monsieur Gustave Sonon, quelles sont les perspectives pour 2019? Merci beaucoup. Mais permettez-moi de placer un mot. Hein. Oh oui, ça, je sais depuis le début de cette émission, chacun place son mot. Allez-y, je vous l'accorde 30 secondes. Il a commencé par nous prêter de nombre de députés, etc. On y va rapidement. Je sais que le pays est ainsi. Hein. En 2015, on a fait la même chose. 50 députés, etc. Et ça a fait le débat. Moi, je ne suis pas dans ce débat. Si j'ai accepté accompagner les réformes, rester dans le bloc républicain, c'est parce que je me suis dit, c'est là où je peux rester et chercher à agir pour que les choses changent un peu, parce que j'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas dans le pays. Et si je dois avoir des vœux, c'est 3. Le premier, c'est que je souhaite à chacun de nous la santé et qu'on puisse avoir la longévité pour pouvoir apprécier les choses dans le temps. Deuxième vœu, c'est que je demande de part et d'autre à chacun de ramener la balle à terre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui sont en difficulté. Et les discours du genre ne favorisent pas la situation d'apaisement. Que ceux qui se retrouvent d'un camp et de l'autre camp, qu'on puisse tenir un langage qui favorise un cadre de dialogue, c'est mon souhait, pour que nous puissions tous vivre dans le pays sans crainte. Merci à vous. Non, oui, le troisième. Le troisième chose, oui. 2019, c'est une année d'élection. Je souhaite que ce soit une année de fête pour nous, une élection apaisée, transparente. C'est ce que je peux souhaiter. Merci à vous, monsieur Gustave Sonon. Et monsieur... Je reprends la parole. Non, vous allez reprendre pour donner les vœux, il n'y a pas de souci. Monsieur Félix Danso-Dossa, quelles perspectives, quelles sont vos attentes pour 2019? Bien, merci madame. Comme M. Sonon l'a dit, permettez que je prenne ne serait-ce qu'une minute pour dire certaines choses par rapport à l'intervention de M. Agossa. Et on parle de ce qu'on connaît. Si vous ne connaissez pas quelque chose, il ne faut pas y intervenir. On va laisser les considérations personnelles. Non, je vais vous dire. Non, l'évaluation. L'évaluation, on sait bien que si vous voulez évaluer les enseignants, il y a toujours des difficultés. Mais on a des objectifs. C'est pourquoi... Lesquels? Les objectifs, ça consiste, n'est-ce pas, à voir quelle qualité d'enseignant il faut recruter. Quelle qualité d'enseignant il faut recruter. Mais si vous ne connaissez pas ce qui se passe à l'intérieur, vous ne pouvez pas déterminer les qualités. On doit savoir quelle qualité et quelle quantité d'enseignants faut-il recruter. Le gouvernement est conscient sur ce plan-là. Mais si les gens refusent de s'évaluer, c'est parce qu'ils se reprochent quelque chose. Et ce qu'ils se reprochent, ça se répercute sur les enfants. Monsieur Danso-Dossa, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont peur de se faire renvoyer du système éducatif? Parce que on ne peut pas renvoyer. Ce qu'ils dénoncent souvent, c'est le manque de communication qu'il y a autour de ce système d'évaluation. Permettez bien, on ne peut pas renvoyer quelqu'un si la personne n'est pas en faute. Très bien. Donc ça là, il faut vous séparer de... Alors, est-ce que vous avez un mot à l'endroit du secteur éducatif? Oui, je voudrais dire que le secteur éducatif mérite d'être assaini davantage. Très bien. Pour que vraiment nos enfants, puisque nous les connaissons, on connaît le niveau de nos enfants aujourd'hui, c'est très bas. Donc il faut nécessairement rehausser ce niveau-là. On a des moyens pour rehausser. Il y a eu toujours des inspecteurs, il y a toujours des superviseurs pédagogiques, mais ça n'a pas encore réglé le problème, dans la mesure même que la supervision pédagogique, l'inspection même, ne se déroule pas
comme cela se doit dans les établissements. Alors, en 30 secondes, vos attentes pour 2019? Alors, donc, moi, j'aurais souhaité que le chef de l'État ait la force qu'il faut pour pouvoir réaliser tout ce qu'il a dit. Et que nos campagnes aient de l'eau, comme il a souhaité. Je lui souhaite vraiment la sérénité pour que ce qu'il a commencé à nous donner de l'électricité, que cela continue. Même si ces derniers temps, nous avons eu des perturbations, je pense que c'est tout à fait normal dans n'importe quel système. Mais il va falloir que l'on puisse assainir aussi ce milieu davantage pour que cela puisse relancer, sinon, notre économie. Et je présente mes vœux de paix, de santé à tout le peuple béninois. Et que l'on soit, n'est-ce pas, et derrière le chef de l'État pour la réalisation de PAG, parce que cela est de l'intérêt de nous tous. Puisque si on ne le fait pas et on perturbe, nous allons toujours faire le surplace. Merci beaucoup à vous, Félix Dansou-Dossa, M. Irénée Agossa. 30 secondes pour vos moi, vœux. je souhaite au chef de l'État la santé parce que je l'ai vu entamé physiquement à la fin. Donc, je lui souhaite... C'est votre lecture. Je lui souhaite vraiment la santé surtout, et qu'il soit vraiment à l'écoute de son peuple. Très bien. Et qu'il soit vraiment à l'écoute de son peuple. D'avoir pitié de ce peuple et d'être vraiment cohérent dans ce qu'il a entamé. Mais qu'il sache que le rôle de l'opposition est ce que nous faisons. Les autres doivent dire que lui, il est beau. Mais nous ne sommes pas là pour lui dire seulement qu'il est beau. Nous voulons lui dire que non seulement tu es beau, mais tu fais un bon travail par rapport aux besoins du peuple. C'est ainsi que ça doit marcher. Nous sommes ouverts au dialogue. Je dis au chef de l'État de prendre une mesure en même temps pour permettre à ce que on ne parle plus d'exilés politiques, qu'on ne parle plus de prisonniers politiques, qu'on fasse en sorte que notre pays soit un pays de paix et que de ne pas suivre, comme ça se passe, la mise en place d'une spirale de vengeance comme système de gouvernance à la tête de notre pays. Le Béninois est gratuitement méchant. Il ne faut pas que le chef d'État aille dans ce sens. Vous venez d'épuiser vos 30 secondes. D'évoluer dans la paix. Merci beaucoup à vous, Irénée Agossa. Merci à vous, M. Gustave Sonon, ancien ministre et membre du Bloc républicain. M. Félix Dansou-Dossa, membre du Bloc progressiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation et je vous présente aussi mes meilleurs vœux à vous, à votre famille et à tous les membres de vos partis réciproquement. Merci aussi aux téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Juste après moi, retrouvez M. Agapit Napoléon pour les décryptages avec Romia Douroui. Merci et bonne journée.